Salut tout le monde! Après mes vidéos comment jouer aux cartes Pokémon et comment jouer à Magic, que j'ai eu l'honneur de faire avec des champions internationaux de ces jeux, vous étiez nombreux à me demander de faire la même chose côté Yu-Gi-Oh! C'est pourquoi je suis aujourd'hui avec Gabriel Soucy, l'actuel champion d'Europe de Yu-Gi-Oh! Pour faire une partie avec ses decks préconstruits pour vous apprendre les règles de ce jeu de cartes, du moins ce que l'on pourra voir avec ces decks qui ont des mécaniques assez simples. Mais avant, merci d'avoir accepté mon invitation, je te laisse te présenter un peu. Je m'appelle Gabriel Soucy, j'ai commencé le jeu à 16-17 ans en début 2018 et je suis devenu champion d'Europe en 2019. À la suite, avec le Covid, etc., j'ai commencé ma chaîne YouTube et mes live Twitch et depuis, je suis créateur de contenu par rapport au jeu et je continue à essayer de faire des tournois de temps en temps. Le jeu a repris très récemment, donc je fais de mon mieux. Et il me semble que tu peux aussi coacher des gens, non? Ouais, un petit peu. Tu proposes des coachings, ouais. Ouais. Donc t'as hâte de reprendre les tournois? J'ai hâte, ça a repris depuis un petit mois et on a le premier événement international en janvier, donc hâte d'être là-bas quoi. Et tu te sens d'attaque pour performer au championnat du monde? Ouais, je suis d'attaque. La dernière saison, c'était la saison 2019-2020 et on a des points, système de points pour savoir qui participera au tournoi qualificatif pour les championnats du monde. Et donc ce tournoi-là, il a lieu en mi-2022 et je suis dans le top 16, donc qualifié. J'espère aller une seconde fois au championnat du monde et cette fois-ci faire encore mieux. Voilà. Ok. Quand j'y pense, à l'échelle mondiale, on est un petit pays de 67 millions d'habitants et on arrive quand même à avoir un champion du monde 2018 de Magic, qui est d'ailleurs vice-champion du monde 2021, un joueur de Pokémon actuellement numéro 1 d'Europe et numéro 4 dans le monde, et toi qui es l'actuel champion d'Europe de Yu-Gi-Oh! Sans parler des 2 joueurs français d'échecs actuellement dans le top 10 mondial si on s'étend sur les autres jeux de stratégie, il y a de quoi être fier. Bref, on a donc choisi de faire notre face-à-face avec les decks de démarrage Yugi et Kaiba, d'une parce que comme leur nom l'indique, ils sont parfaits pour faire vos premiers pas dans le jeu, et de deux parce qu'on y trouve des cartes emblématiques de l'anime qui pourront vous rappeler des souvenirs et ainsi faciliter leur compréhension. Alors, let's go. Du coup, j'ai un dé. Tu me dis pair ou impair? Pair. Ok. Ça va pas beaucoup tourner. Tu veux le refaire plutôt? Non, c'est bon. Non? Bon. Hop, donc c'est moi qui commence. Enfin, je décide si je veux commencer ou pas. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux à Yu-Gi-Oh! Le mieux actuellement, en règle générale, c'est de commencer. Mais après, D'accord. ça dépend beaucoup de ton deck, quoi. Ok. Écoute, je vais commencer. Ok. Donc, chaque joueur pioche 5 cartes, c'est ça? C'est ça. Sachant que celui qui commence ne pioche pas de cartes. C'est ça. Pour pas qu'il y ait un Équilibré. trop gros avantage. Et je pourrais pas non plus attaquer avec mes monstres au premier tour. Ouais. On voit les différentes zones, donc il y a 5 places pour poser vos cartes magie et pièges qu'on pourra voir tout au long de la partie, et 5 cartes pour poser vos monstres, recto en vertical en mode attaque, ou verso en horizontal, face cachée en mode défense. Je vais du coup poser ma première carte piège, hop, Ok. face cachée. Et les monstres du coup ont des étoiles, c'est leur niveau de puissance. Si votre monstre a 4 étoiles ou moins, vous pouvez le poser sans sacrifice, sans besoin de sacrifice. Si votre monstre a entre 5 et 6 étoiles inclus, il vous faut un sacrifice, donc sacrifier un monstre que vous mettez au cimetière pour invoquer ce monstre-là. Et si votre monstre a plus de 6 étoiles, il faut 2 sacrifices. C'est marrant parce que tu m'as dit je pose une carte piège. Tu peux poser aussi une carte magie. Ah oui, Je c'est vrai. commence avec un petit avantage. C'est vrai. Pour qu'elle soit activable pendant le tour adverse, il faut que ce soit des magies rapides. Donc c'est des magies avec un petit éclair sur la carte. C'est ça, donc on a plus tendance pour les cartes magie à poser des magies rapides que des C'est ça, magies ouais. d'autres styles. Oui. Parce que vous avez différents types de cartes magie, on pourra les voir au cours de la partie. Je vais poser ce Pokémon, du coup. Pokémon. Non, c'est parce que je ressors d'un tournage d'un face-à-face de partie de cartes Pokémon, donc je suis encore dans le truc. Je vais poser ce monstre face cachée, du coup verso en horizontal. Ok. Voilà. Et puis c'est à toi. Ok, écoute, je vais piocher pour ma draw phase. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs phases, c'est vrai. C'est ça, dans un tour, on a plusieurs phases. Entre la draw phase et la main phase, qui est la phase principale, celle où tu décides d'invoquer des monstres, où tu actives des cartes magie, où tu actives des cartes pièges, etc. Tu as une stand-by phase. Il y a certains effets qui s'activent durant cette phase-là, mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je vais tenter de passer en main phase, en phase principale. Main phase 1, du coup. C'est ça.
Puis après, tu peux décider ou non de rentrer en battle phase, la phase de bagarre, quoi. Et derrière, tu as une seconde main phase pour continuer à faire des actions si besoin. Et derrière, tu as ta fin de tour. C'est ça. Bon, écoute, je vais invoquer normalement, du coup, mon buff de combat. Alors, buff Donc de combat, face recto en mode attaque. Voilà, face recto. Quand tu invoques, normalement, c'est face recto en position d'attaque. Et quand tu poses, c'est comme ce qu'Absol a fait. Je vais rentrer en battle phase, du coup. Et je vais tenter de taper ton monstre qui est en position de défense. Parce que quand il y a des monstres sur le terrain de votre adversaire, vous êtes obligé de les attaquer. Vous ne pouvez pas attaquer directement les points de vie de votre adversaire. Vous êtes obligé d'attaquer, à la différence par exemple de Magic où je peux plus ou moins bloquer avec mes cartes. Là, vous êtes obligé que les cartes s'affrontent. Et quand j'invoque, je peux attaquer le même tour où il est invoqué dans notre jeu. À la différence de Magic aussi, où vous avez un délai d'attente, il faut attendre le tour. Enfin, ça dépend après, il y a des exceptions. Du coup, je retourne en mode défense mon Pokémon. Oh là là mon monstre, je vais y arriver. Qui a 2000 de défense. D'accord. Sachant que tu as 1700 d'attaque. 1700. Donc je vais prendre 300, les petits dégâts. Donc tu prends 300 de dégâts sur tes points de vie. Mais les deux monstres, aucun des deux ne meurt. Parce que moi j'étais en position de défense. Donc en fait c'est comme si je ne ripostais pas d'une certaine manière. Tu résistes. Voilà, je résiste mais je n'attaque pas. Mais tu perds quand même 300 points de vie. Ouais, mon monstre n'était pas assez fort et c'est moi qui en paye les conséquences. Voilà. Bah écoute, je vais poser 2 cartes face verso. Et je vais activer, donc en main phase 2, après ma battle phase, fragment de cupidité. Donc c'est un peu une carte qui tire son existence de la marmite de cupidité, je pense que tout le monde connaît, la carte emblématique. Mais celle-ci, elle est un peu moins forte. Marmite de cupidité, elle est interdite. Il y a une banlist dans le jeu. Donc certaines cartes n'ont pas le droit d'être jouées dans le jeu compétitif. Cette carte-là, elle dit « Chaque fois que je pioche une ou plusieurs cartes durant ma pioche normale en draw phase, je placerai un compteur cupidité sur la carte. Et je peux envoyer cette carte avec minimum 2 compteurs cupidité au cimetière pour piocher 2 cartes. » Voilà. Sachant que c'est du coup une carte magie avec le symbole infini. Donc ça s'appelle une carte magie continue. C'est des cartes qui restent sur le terrain et qu'après vous pouvez enlever suivant les effets. Exactement. Donc là, je l'ai activée, elle va rester ici, elle va appliquer son effet petit à petit. Et je vais dire fin de tour, donc ça va être à toi de jouer. Sachant que je précise du coup, comme vous voyez, il y a 5 places pour les cartes magie et pièges. Donc c'est-à-dire que si vous avez vos 5 places remplies, vous ne pouvez plus utiliser d'autres cartes magie et pièges, quand bien même les cartes magie sont des cartes éphémères qui, suite à l'effet, vont direct au cimetière. À la différence des cartes supporters ou des cartes sorts, des cartes supporters dans Pokémon ou des cartes sorts dans Magic, là vous avez besoin de place sur le terrain pour utiliser même des cartes éphémères finalement. Donc il faut bien gérer votre espace, faut pas en mettre trop finalement des cartes pièges. Et vous pouvez, comme on en a discuté avant, mettre que, par exemple, des cartes magie face cachée pour faire croire à votre adversaire que c'est des cartes pièges et que peut-être, du coup, il fasse des actions qu'il n'aurait pas fait. Et voilà. Exactement, ouais. Un petit peu de bluff, finalement. Donc, c'est à mon tour. Je pioche une carte. Alors d'ailleurs, combien de cartes maximum on peut avoir en main ? Alors, ça se vérifie qu'à la fin d'un tour. Théoriquement, dans ta main, tu peux avoir un nombre de cartes infinies, sauf s'il y a une carte qui te dit le contraire sur le terrain ou autre. Mais à la fin du tour, tu dois avoir au maximum 6 cartes en main. Si tu en as 7 ou plus, tu défausses le nombre nécessaire pour arriver à 6. Très bien. Voilà. Ok. Donc à la différence de Pokémon, vous pouvez avoir 30 cartes si vous voulez dans votre main et les garder, par exemple. C'est aussi dû au fait que dans Yu-Gi-Oh! Tu as des cartes que tu peux activer de ta main durant le tour adverse aussi. Il y a certaines cartes qui sont... Voilà, tu peux interagir pendant le tour adverse, que ce soit avec des pièges ou avec des cartes plus récentes qui vont avoir des effets en se défaussant, et parfois elles peuvent se défausser pendant le tour adverse, donc c'est pour limiter un peu ça aussi, quoi. Sachant que d'ailleurs, tu parles de cartes pièges, les cartes pièges du coup on peut les poser, mais on ne peut pas les utiliser dès le tour où on les a posées. On peut les utiliser qu'au minimum au tour de notre adversaire qui suit. Les cartes pièges et les cartes magie rapide, si tu les poses, tu peux pas les activer, tu peux plus interagir avec ce tour-ci. Alors qu'une carte magie, tu peux la poser et le même tour l'activer. C'est ça. Donc ça peut servir de temps en temps à faire des bluffs. Alors, je vais sacrifier mon elfe mystique, que je mets du coup dans mon cimetière, pour invoquer un monstre entre 5 et 6 étoiles, comme j'ai pu l'expliquer. La magicienne des ténèbres. Un monstre que beaucoup de gens vont reconnaître. Oui, c'est un monstre assez emblématique pour le coup.
Sachant que dans les monstres, vous avez, comme tu dis, des monstres normales, donc qui n'ont pas d'effet, et auquel cas, voilà, c'est juste une description du lore, finalement. Et sinon, vous avez des monstres à effet. Donc, alors les monstres normales, ils sont jaunes comme ça, et les monstres à effet, ils sont plus, on va dire, marron, orange. Et donc son effet à elle, c'est cette carte gagne 300 d'attaque pour chaque magicien sombre et magicien du chaos sombre dans les cimetières. Je vais réfléchir au moment où tu l'invoques du coup. Peut-être une carte piège qui pourrait s'activer, qui serait cool. Je vais activer Trappe. Alors Trappe, c'est une carte piège assez puissante. Très connue aussi. Ouais, on en a beaucoup de versions, parce que ce qu'ils aiment bien faire dans Yu-Gi-Oh! C'est prendre une carte d'origine de l'animé, etc., qui est sortie il y a très longtemps, et en faire des versions qu'ils update à chaque fois, donc plus modernes et tout, avec des dessins qui font référence à l'ancien et tout. Et Trappe, c'est la première de toutes les trappes qu'on a eues par la suite, et c'est une carte qui me permet, lorsque mon adversaire invoque normalement ou par flip un monstre avec minimum 1000 d'attaque, je détruis le monstre, je le cible et je le détruis. Ok, donc elle va au cimetière. Voilà. Donc les cartes pièges, il y en a des très puissantes. Des très puissantes qui peuvent renverser les parties. Bon bah du coup, vu que je ne peux invoquer qu'un seul monstre par tour, c'est à toi. Très bien. Du coup, je vais passer en draw phase, piocher une carte. Il va y avoir un petit compteur sur ma marmite de cupidité. Quelque chose qui est fait, alors qui n'est pas dans les règles du tout, mais qui est fait en général pour tenir compte de ce genre de compteur, c'est qu'on peut tourner la carte comme ça. Ils font ça aussi de temps en temps dans l'animé. Du coup, là, ça signale une rotation, un compteur. On peut faire ça si ça te convient. Donc là, ma magie, elle a un compteur. Suite à ça, je tentais de rentrer en battle phase, de taper avec mon buff de combat à 1700. Alors, est-ce que j'active ma carte piège ou pas? C'est la question. Les cartes pièges, elles sont souvent là pour punir les gros monstres, les grosses sorties, les moments où l'adversaire veut aller vite. Ça pour ralentir un peu la partie. Donc c'est pour ça que dans ce temps, il faut prendre son temps. Parce qu'effectivement, dès qu'on fait une action, on peut avoir peur de se prendre la carte piège qui pourrait contrer justement cette action. Donc ne pas forcément invoquer tous ces monstres d'un coup, ne pas forcément... C'est de la gestion de ressources, on pioche tous les deux une fois par tour. Celui qui a le plus de cartes en cumulé sur son terrain et dans sa main, il a quand même un avantage. Je vais quand même utiliser ma carte piège, qui est Cercle Envoûtant. Donc ton monstre ne peut plus attaquer et ne peut plus changer sa position de combat. Et lorsqu'il sera détruit, cette carte également partira au cimetière. Ok, d'accord. C'est une carte piège continue qui reste sur le terrain. D'accord, ok. Et écoute, du coup, je vais passer en phase principale numéro 2, une phase 2, et je vais poser un monstre en position de défense face verso, et je vais passer mon tour. Ok, tac. Et tu vois, quand on va second, on perd l'avantage sur le terrain parce que l'adversaire commence à mettre des monstres avant nous. Donc il peut facilement, comme tu as fait, sacrifier des monstres, etc. pour invoquer des grosses créatures plus vite. Mais par contre, on a une carte de plus. Et donc on peut potentiellement prendre le contrôle du terrain. Donc il y a des manières de jouer quand on va premier, des manières de jouer quand on va second. Et pareil, il y a des decks qui sont faits plus pour aller premier, d'autres qui sont faits plus pour aller second. Et après, c'est à vous justement de choisir votre stratégie et au mieux l'appliquer, quoi. Alors je vais poser un gadget jaune, du coup face recto, pour pouvoir utiliser son effet, qui me permet d'aller chercher un gadget vert dans mon deck et de l'ajouter à ma main. Ça marche. Donc cet effet, je n'aurais pas pu l'utiliser si je l'avais mis face verso. Exactement. Alors, je vais prendre le risque d'attaquer du coup ton monstre face verso en position de défense. Alors, je vais le retourner. C'est lutin sauvage des. Ah, 1800 de def. 1800 de défense. Donc je prends 600 dégâts, mais mon monstre n'est pas détruit vu que tu étais en défense. Je vais du coup activer son effet flip, qui me dit, je cible une carte dans mon cimetière, je la mélange dans le deck. Ok. Je vais pouvoir mélanger ma carte très très forte. De toute façon, t'avais qu'une carte dans le cimetière. Je suis quand même content de la mélanger, elle est très cool. Potentiellement la réutiliser, et en plus ça me donne l'avantage du nombre de cartes dans le deck, ça peut être de temps en temps utile. Si vous venez à faire des parties très longues ou des parties où vous êtes bloqué dans un scénario, ce sera une condition de victoire, d'avoir plus de cartes dans le deck que l'adversaire, puisque si l'adversaire peut plus piocher, au bout d'un moment, s'il a plus de cartes dans son deck, il perd. Donc, c'est à toi. Écoute, je vais piocher. Encore une fois, durant ma draw phase, j'ai un compteur de cupidité qui vient se mettre sur ma carte, qui est maintenant à 2. Donc à tout moment, maintenant, pendant ma main phase, je peux l'envoyer au cimetière pour piocher 2 cartes. Je vais rentrer du coup dans ma main phase,
Et c'est ce que je vais faire. Je vais activer l'effet du coup de fragment de cupidité. Je l'envoie au cimetière avec les 2 compteurs et je pioche 2 cartes. Est-ce que c'est bon? Ouais. Hop là. Je vais passer mon lutin sauvage dé en attaque. Et je vais invoquer normalement Garde royale du dragon. Alors qu'il y a une carte qui a un effet spécial. Elle va me permettre d'envoyer un monstre de type dragon depuis ma main au cimetière pour gagner 300 points d'attaque de façon permanente. Elle ne va pas perdre ce boost à la fin du tour. Et elle a un second effet. Lorsque cette carte que je contrôle est envoyée au cimetière par un effet de carte de mon adversaire, vous pouvez cibler un monstre normal de type dragon dans l'un des cimetières et je l'invoque spécialement sur mon terrain. Je vais activer son effet et je vais envoyer le dragon blanc aux yeux bleus au cimetière. Donc il faudra faire gaffe parce que si lui il est géré par une de tes cartes piège ou par un effet de carte en tout cas, je pourrais potentiellement le réinvoquer. Et elle va gagner du coup 300 points d'attaque. Je vais rentrer en battle phase. Je vais taper à 1600 sur ton monstre à 1200. Donc là pour le coup, je meurs, enfin mon monstre meurt. Je perds en même temps 400 de dégâts. Puis je réattaque à 2000. Et là t'attaques directement mes points de vie avec tes 2000, donc je passe à 5000. Et je vais passer mon tour. La partie va être rapide. On n'aura pas le temps de vous expliquer tout, j'ai l'impression. Du coup, je vais invoquer un gadget vert qui me permet d'aller chercher un gadget rouge dans le deck. C'est le plus fort des 3, le vert, je crois. Le rouge, il a 1300, il me semble. Il me semble que c'est le rouge qui est le plus fort. Ah ouais? Ouais. Et je vais utiliser une carte magie. Je vais utiliser voleur d'esprit. Ok. Je vais détruire cette carte-là. Ça détruit un monstre face recto contrôlé par votre adversaire et votre adversaire gagne du coup 1000 points de vie. Ah, ça m'arrange ça. Ça me va. Et c'est à toi. Ok. Je pioche une carte. Je vais invoquer Moustique Death. Alors lui il dit, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je place des compteurs sur elle, j'en place 2. Elle gagne 500 d'attaque pour chaque compteur. Donc là avec ces 2 compteurs elle sera à 1500. Et si elle doit être détruite au combat, je retire un des compteurs à la place. Voilà. Ok. Je vais du coup rentrer en battle phase. Je vais attaquer avec Moustique Death sur le gadget vert, du coup à 1500 sur 1400. Donc je perds 100 points de vie. C'est ça. Et ensuite je vais attaquer encore une fois à 2000 avec le garde royal du dragon. Donc je suis plus qu'à 2900 points de vie. C'est ça. Et je vais passer mon tour. Ouais. Je vais mettre une carte en position de défense face verso. Et c'est à toi. Ok. Je vais rentrer en battle phase, taper avec mon garde royal du dragon sur ton monstre et taper directement avec Moustique Death. Ah, 1900. Est-ce qu'il a un effet flip? Ou un effet qui s'active? Non, c'est pas d'effet flip. Ok. Donc là, il est détruit. Et il est détruit. Je perds pas de points de vie parce que mon monstre était en position de défense. Il t'a bien défendu. Ouais, Puis à 100 près. Ouais, il lui manquait un petit peu de... Des attaques à 1500, donc je sais plus qu'à 1400. Et je vais passer mon tour. Je vais mettre ce monstre face verso en position de défense, et c'est à toi. Bah écoute, je vais rentrer en battle phase, taper avec mon garde royal, encore une fois. Avec tes 2000 d'attaque. Trop puissant. Voilà, donc Ouais. mon monstre est mort. Et taper avec Moustique Death. Voilà. 1500. 1500, mes points de vie sont à 0. T'as gagné la partie. C'est ça. En règle générale, ça se joue en best of 3. Donc on a normalement le premier qui gagne 2 parties qui gagnerait la manche. Alors j'ai pioché que des trucs qui de toute manière soit allaient être KO en un coup. Invoquer spécialement un monstre normal. J'avais aucun monstre normal en main à chaque fois. Ouais. Je pense que le seul moment à la limite où t'aurais pu ne pas faire quelque chose ou quoi, c'est vraiment cette invocation sacrifice directement quand j'ai 2 cartes posées qui était un peu dangereuse parce que j'ai eu le contre et du coup ça m'a permis de prendre le contrôle du terrain et après c'était compliqué pour toi alors que t'avais un monstre en défense qui avait 2000 c'est quand même beaucoup, même à ce moment là je peux toujours pas le passer. Donc c'était compliqué à moi de le passer et même si je venais à mettre un monstre qui était assez fort pour le détruire, t'aurais pu à ce moment là du coup activer le cercle pour protéger ton monstre en défense. Comme tu l'as sacrifié et que t'en as invoqué un plus puissant, j'ai pu le contrer avec une carte piège et après
Après, c'est un peu un cercle complexe. vicieux, quoi. Une fois que C'est t'as ça. plein de monstres, c'est difficile. C'est ça. Ouais. Sauf si j'avais un trou noir ou un truc comme ça, mais bon. Quand tu vas premier et que tu commences à prendre le contrôle du terrain, tu sais que tu as moins de cartes que l'adversaire parce que lui, il pioche un en plus. Donc le but, c'est vraiment de maintenir ta position. Si je vais second et que je prends le contrôle du terrain, j'ai l'avantage du nombre de cartes et le contrôle du terrain. C'est tout d'un coup à toi de revenir alors que tu as moins de cartes que moi. Ça paraît compliqué. Ouais. Ok. Moi, je te propose de faire une deuxième partie C'est parti. pour voir un petit peu plus en détail les stratégies de ces decks, parce que du coup, vous avez même pas vu que des sacrifices un peu plus grands ou des invocations spéciales. Donc cette fois-ci, c'est toi qui commences. Vas-y. Vu que t'avais commencé, vu que j'avais commencé. Je vais commencer par activer Fragment de cupidité. Oh là là, Décidément, ça, c'est bien j'aime ça. beaucoup. C'est une De très l'avoir bonne dès le carte. départ, ça. C'est clair. Ça me fait une carte en moins au départ, mais ça se transforme en 2 cartes plus tard. Donc si je tiens le coup jusqu'à là, ça sera cool. Et je vais passer mon tour. Ça me plaît pas de poser des monstres, moi. Ok. Donc je pioche une carte. Les points de vie, t'en as tellement dans le jeu. Alors, plus tu t'orientes vers du compétitif, plus il y a des manières de les faire, d'infliger des dégâts très vite. Mais lorsqu'on a des decks comme ça préconstruits, qui ont des mécaniques simples, c'est comme une ressource, les points de vie. Tu peux décider d'en perdre un petit peu si tu penses que ça te donne l'avantage sur le terrain. Parce qu'au final, on l'a bien vu, au duel d'avant, même si j'avais l'avantage sur le terrain, j'étais pas capable de te tuer d'un coup. Donc on a le temps en fait. Ouais. Mais bon, après, vu qu'on peut poser qu'un seul monstre par tour, enfin, C'est ça, ouais. de manière normale, du moins, c'est risqué de pas en poser. Ouais, Par faut tour, voir, quoi. ouais. Faut voir, C'est un peu comme les énergies à Pokémon où t'en peux en poser qu'une par tour. c'est Si clair. t'en poses pas, bon. Mais ok, j'imagine qu'il y a toute une stratégie derrière. Alors, vu que ce n'est pas moi qui ai commencé, je peux t'attaquer direct en faisant une invocation normale, enfin n'importe quelle invocation. Je vais poser face recto en mode attaque. Gemini Elf. Et je vais invoquer également un deuxième monstre. Alors, normalement, on ne peut en invoquer qu'un par tour, mais de manière normale en fait. Si vous pouvez invoquer des monstres de manière spéciale, vous pouvez en invoquer autant que vous voulez, de manière spéciale. Et ça ne compte pas dans les invocations normales. C'est ça. Donc je vais invoquer spécialement ce monstre-là. Et pour ce faire, je dois me défausser d'une carte de ma main. Et je vais me défausser de cette carte-là. 1000 couteaux. Et vu que tu n'as pas de monstre pour te défendre, je t'attaque avec les deux monstres, donc 1900 et 2000. Il te reste 4100 points de vie. Et c'est à toi. Je vais piocher une carte. Mon fragment de cupidité va prendre un compteur. Je vais poser un monstre. Je vais poser une seconde carte magie au piège ici. Et je vais passer mon tour. Très bien, je pioche. Mhm. Je vais invoquer normalement, donc pas d'invocation spéciale, Fracas, le guerrier magique, en position d'attaque face recto. Et du coup, cette carte a un effet. Si je l'invoque normalement, ça place un compteur magie sur elle, ce qui lui fait gagner 300 d'attaque tant qu'elle a ce compteur sur elle. Mais je peux aussi enlever ce compteur pour détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Et du coup, je fais le choix d'enlever ce compteur pour détruire ta carte magie ou piège. D'accord. Elle est détruite. C'était quoi, du coup Écrasement destructeur, c'est une carte qui me permet, si je contrôle un monstre de type dragon, de cibler une carte magie ou piège sur le terrain, la détruire et infliger 500 points de dégâts à son contrôleur. Donc là, il est de retour à 1600 d'attaque, c'est ça? C'est ça. Je vais attaquer ta carte face verso avec le mystérieux. C'est le retour du buff de combat. Cette Ah. fois-ci, bien moins puissant. Ouais. 1000 de défense, il va mourir. Voilà, mais tu ne perds pas de points de vie parce qu'il était en position de C'est défense. Mais en revanche, avec ces deux cartes-là, je t'attaque. Donc 1600 plus 1900, ça C'est ça. fait 3500. Donc il te reste 600 C'est ça. de points de vie. Ça va vite, hein. Ça va vite là. C'est à toi. C'est le mystérieux, il accélère bien les parties. Bah, dès que tu peux invoquer des monstres spécialement, je trouve que ça Ouais. change pas mal l'issue du combat. Surtout C'est au début clair. de tour, quoi. C'est clair. J'ai pioché un. Mon fragment de cupidité gagne un compteur. Il passe à 2 compteurs. Je peux donc à tout moment l'envoyer au cimetière, piocher 2 cartes. C'est un risque, hein, invoquer beaucoup de monstres.
c'est un risque pour les cartes pièges, mais tu l'as bien géré avec fracas. Ça peut être aussi un risque pour les cartes magie. T'as trop noir. J'ai trop noir. J'en étais sûr. La façon dont tu parlais. Effectivement. Trop noir, c'est une carte assez puissante, mais qui est bonne que dans certaines situations. Des fois, elle demande à ce qu'on la prépare, puisqu'elle dit tout simplement détruisez tous les monstres sur le terrain. Donc c'est bien quand l'adversaire en a beaucoup, mais si toi aussi t'en as, ça peut être problématique. Ici, elle s'y porte bien à l'utilisation, donc je vais l'activer pour détruire tout le terrain. Ok. Voilà qui nous remet un peu plus à égalité. Bon, peut-être plus qu'à 600 points de vie, mais... Je suis plus qu'à 600 points de vie, il va falloir que je fasse très gaffe quand même. Après ça, je vais activer mon fragment de cupidité. Je suis très content que tu me l'aies laissé, pour que je puisse piocher 2 cartes. Bah, j'avais peur que ça soit une carte piège qui change... C'est pour ça que j'ai posé ma petite carte à côté. Ouais, justement, on en parlait des bluffs tout à l'heure, voilà. C'est ça. Piocher 2. Ok. Suite à ça, je vais invoquer normalement le dragon alexandrite, qui est super beau déjà pour commencer. Et ensuite, il a aussi 2000 d'attaque. Alors, il a 100 de défense, donc bon, il faut bien qu'il ait une faiblesse. Mais 2000 d'attaque, c'est très rare pour un monstre qui a 4 étoiles ou moins. En règle générale, les monstres qui ont 4 étoiles ou moins, tu vas les retrouver avec 1900 d'attaque, 1800 d'attaque, ça va être les meilleures stats. Parfois, ils peuvent avoir 2000 ou plus en défense. Mais alors 2000 ou plus en attaque, c'est assez rare. Je vais l'invoquer et du coup attaquer directement à 2000. Ok, donc je passe à 6000 points de vie. C'est ça. Suite à ça, je vais poser une carte magie ou piège et passer mon tour. Ok, je pioche. Je vais invoquer normalement face recto le magicien sombre expérimenté. Oh, il a l'air fort lui. Oh, pas tant que ça. En fait, son effet, c'est qu'à chaque fois que j'utilise une carte magie, je place un compteur, et au bout de 3 compteurs, je peux enlever les 3 compteurs pour invoquer le magicien sombre depuis ma main, deck ou cimetière. C'est quand même assez puissant. En plus, si tu mets en attaque comme ça, c'est qu'il y a une raison, parce que le mien a plus d'attaque. Donc si tu mets en attaque, c'est que tu dois avoir un petit secret à activer là. J'utilise épée de révélation de la lumière. Ça, c'est cool. Allez, on va dire que toutes les dizaines, c'est un compteur. Et ben, ça ira très bien. Tac. Donc, il a un compteur. Ok. Et c'est à toi. Donc là, je suis dans la capacité d'attaquer pendant 3 tours complets. Le petit bluff que j'ai fait tout à l'heure m'aurait bien servi ici. La carte que j'ai posée qui a été détruite par fracas, ça aurait été une carte qui, avec un dragon sur mon terrain, aurait permis de détruire les épées de révélation de la lumière. Alors je vais simplement poser un monstre et passer mon tour. Ok. C'est super fort là, parce qu'en plus ça peut te permettre de trouver les magies nécessaires pour augmenter les compteurs de ton magicien sombre expérimenté. Et du coup, peut-être ramener le vrai magicien sombre, serait stylé qu'on le voit en plus. Bah ouais, c'est un peu le centre du deck, pareil pour ton dragon blanc aux yeux bleus. C'est ça. Histoire d'arriver au bout des stratégies des decks, ce serait bien pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Les épées de révélation qui passent à 2 compteurs, du coup. Ouais, exact. Je vais invoquer normalement face recto Néo le spadassin magique. Et avec mon magicien sombre expérimenté, je vais attaquer ta carte face verso en position de défense. C'est vrai qu'en plus, toi tu peux attaquer, c'est que moi qui ne peux pas attaquer. Écoute, ça va m'aller. Il va être détruit du coup. Alors c'était quoi du coup 1500 de défense, voilà. Donc mon attaque est supérieure. C'est ça. Ton monstre est mis KO, mais tu ne perds pas de points de vie de la différence de puissance. Exactement. Et c'est à toi. Je pioche 1. Ça me rappelle plein de souvenirs, parce que bon, je t'avoue, quand on joue compétitivement au jeu, les cartes n'ont plus rien à voir. Mais revenir aux bases comme ça un petit peu, ça fait toujours du bien. Et puis ça rappelle plein de souvenirs quoi. Donc je vais poser un et je vais passer mon tour. Ok, donc plus qu'un tour où tu es bloqué. Hop. Alors, je vais utiliser cette carte magie, voleur d'esprit, parfait, ouais. Qui cible un monstre face recto contre les parts de mon adversaire. Je détruis la cible et tu gagnes 1000 points de vie. Ok. Donc, je la détruis. Tu passes à 1600 points de vie. Et en plus... Et je gagne un marqueur sur le magicien sombre expérimenté. 1600, ça me permettra pas de survivre aux attaques, ça, normalement. Non, en effet. Mais après, ouais. Qu'est-ce que t'as en carte piège ou carte magie rapide? C'est ça la question. Ça peut changer à l'issue de la partie. C'est clair. Donc t'as 1600, rien qu'avec celui-là, normalement, c'est bon. À Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, on n'attaque pas avec tout en même temps, c'est une à la fois.
Contrairement à Magic où il faut attaquer avec tout en même temps ou seulement... Enfin, il y a une phase d'attaque et soit on met tout en mode attaque ou que certaines. Et là, on peut faire tour par tour C'est ça. pour ce qui est de la phase d'attaque. Il y a une carte qui serait embêtante, je pense. C'est Force de Miroir. Ah, c'est bien que tu la connaisses. Parce que, en fait, tu vois, du coup, en connaissant cette carte-là, j'hésite à en invoquer un troisième parce que du coup, ça me nettoierait le terrain, quoi. Et oui. Ça va, je suis en bonne position, donc je peux me permettre d'invoquer durant la main phase 2 au besoin. C'est clair. Et du coup, je vais attaquer avec Néo, le spadassin magique. Tes points de vie directement. Je vais essayer de pas me laisser faire quand même. Je vais activer Rétrécissement, qui est une carte magie rapide. Alors, il faudra vérifier si ton monstre il gagne des compteurs aussi quand j'active moi des magies. C'est une possibilité. Chaque fois qu'une carte magie est activée. Ah ouais, donc c'est n'importe... Et ouais, donc là, c'est tu même vas toi. aussi gagner les compteurs. Donc je fais 3. Ce sera après. Je vais cibler ton monstre. Jusqu'à la phase, l'attaque d'origine du monstre est divisée par 2. Donc il passe à 850. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est juste pour prendre un peu moins de dégâts. Et la question maintenant, c'est... Est-ce que... Alors, je suis en phase de combat, donc je peux pas utiliser son effet, on est d'accord? Exactement. Pour que tu puisses activer son effet dans une phase de combat, il faudra que ce soit un effet rapide. Donc dans ce cas-là, c'est spécifié dans l'effet, écrit effet rapide entre parenthèses, ou alors durant le tour de chaque joueur, ça spécifie que c'est un effet rapide. Ok. Ça paraît trop simple, c'est ça? Bah, est-ce que t'as une trappe ou un truc comme ça, tu vois? C'est vrai. Si t'as pas de trappe, c'est fini. Je pense. Je vois pas de Ah carte. oui. Si j'ai pas de trappe, Et ce serait dommage d'avoir une trappe sur un magicien sombre avec 3 marqueurs. Ouais, ce serait très dommage. Allez, je prends le risque. Je t'attaque également avec magicien sombre. Bah, tu l'auras dit, je peux avoir une trappe, j'en ai une. J'ai activé l'armure de Sakuretsu. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, je cible le monstre attaquant et je détruis la cible. Oh là là, dommage. Dommage. On va survivre un petit peu. J'aurais pas utilisé son effet, c'est dommage. Toi, tu t'aurais attaqué ou pas à ma place? Je pense que là, t'es dans une situation où lui, il peut pas vraiment être géré parce que je peux pas l'attaquer encore un tour. Non, je pense que j'aurais peut-être même passé lui en défense au cas où j'avais la force de miroir. Et j'aurais tapé qu'avec celui à 1900, peut-être. Ou alors j'aurais tapé qu'avec celui à 1700, j'aurais passé l'autre en défense, certainement. Et du coup, durant ma main phase 2, j'invoque de manière normale gadget jaune qui me permet Alors ça c'est cool. d'avoir un gadget vert dans ma main. Ok. Et c'est à toi. Et piocher un. Donc c'est le dernier tour, tu ne peux pas attaquer. C'est ça. C'est vraiment ne pas pouvoir attaquer qui m'embête énormément parce que je peux même pas nettoyer tes monstres. Je vais invoquer le chevalier épée. 1600 d'attaque, et elle a un effet qui est vraiment cool. Alors 2 effets même. Le premier, ça va être tant que vous avez maximum une carte dans votre main, cette carte gagne 400 d'attaque. Donc ça c'est dommage parce que j'ai des cartes dans ma main dont je peux pas me débarrasser malheureusement. Et le second effet qui est encore plus cool, c'est si je ne contrôle aucun autre monstre, j'annule les effets des monstres à effet flip détruits au combat avec cette carte. Mais ici, je vais juste passer mon tour, 1600 d'attaque, à toi. Ouais, puis là du coup t'as pas de carte posée face cachée du côté des pièges et magies, donc je suis... Elle est quand même détruite. Oui, Bon, du coup elle est détruite. Un peu tard. Elle m'a été très utile. C'est clair, elle était cool. Et bah écoute, pour la beauté du jeu, mais de toute façon même avec rien qu'avec ces deux c'était fini. Du coup, je sacrifie le gadget jaune pour invoquer la magicienne d'éternité. On n'aura pas eu le magicien, voilà, mais on a la magicienne. Magicien expérimenté, on était à pas grand chose. Et du coup, avec, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, avec la magicienne, du coup, j'ai 2000 d'attaque, j'attaque ton chevalier, donc t'as 1600, tu perds 400 points de vie, t'es à 350 points de vie. Et avec Néo, le spadassin. Néo me termine. Et Néo te termine avec les 1700, il attaque directement tes points de vie. C'est ça. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait une erreur qui est marrante. C'est que au moment où j'ai pris le contrôle du terrain avec Alexandrite, et que toi t'as activé ta barrière, j'avais plus trop de gains à invoquer des monstres ou à en poser. J'étais assez bien protégé en plus parce que j'avais armure de Sakuretsu et un peu plus tard j'ai aussi rétrécissement posé, donc je me sentais assez bien avec mon dragon Alexandrite. Je voyais pas de moyen que tu le passes en fait, sauf en le battant. Et en le battant, j'avais des cartes qui me protégeaient, ça qui divise l'attaque par 2, ça qui protège, va détruire ton monstre qui attaque. Et en fait, j'ai pas pensé à la magie.
que j'ai vu à la game d'avant, donc que j'aurais dû prendre en compte. Et du coup, j'ai pas posé plus de monstres. Bon, ça m'aurait économisé un peu des points de vie, mais en soi, je n'avais pas des monstres qui étaient très forts en défense. J'avais ces deux-là qui ont des effets quand j'ai peu de cartes en main, en fait. Celui-ci, c'est quand j'ai aucune carte dans ma main, il gagne 1000 d'attaque, donc il serait passé à 2400 directement. Et celui-là, c'est lorsque j'ai une seule carte en main. Et en fait, à un certain moment, la situation elle est telle quelle. Alors avoir des magies ou des pièges en main, je m'en fiche un petit peu parce que je peux les poser, les activer, donc en soi, ça m'empêchera pas de bénéficier des boosts. Mais j'ai eu Horus en main de départ qui est un monstre niveau 6, donc il me faut un sacrifice pour l'invoquer, qui était compliqué pour moi à sortir. Ça c'était la dernière carte que j'ai piochée. Et en fait, sur un certain tour, j'ai décidé de ne pas poser de monstre. Et je pense que ça m'a vraiment... ça aurait pu me coûter très cher. J'aurais dû certainement poser celui-ci, juste pour préparer la condition de gain d'attaque de chevalier d'épée. Et au cas où, si ici, au lieu de piocher Dragon Blanc, j'aurais pu piocher une magie ou une piège, bah, il aurait pu avoir 2000 et continuer de menacer un petit peu de survivre. Ouais. Bon, voilà. Ou sinon, peut-être que j'aurais pu sacrifier Alexandrite, invoquer Horus. Il se serait pris la magie de la... Ah, mais il se serait même pas pris la magie, parce que Horus, il est inaffecté par les effets de magie. Ah ouais, en plus. Donc c'était peut-être ça la solution. Sacrifier Alexandrite, invoquer Horus, je me prends pas ta magie, et en plus je débloque ma main un petit peu pour les deux, celui-ci et le cybernétique. Ah, c'était vraiment sympa comme partie. Bon, bah vu que c'était un BO3, dernière partie, Allez, c'est magnifique. décisif.